Ta mère est une ratée, a dit ma sœur, en pointant sa coupe de champagne vers ma fille de 8 ans. Elle n'a pas chuchoté. Elle l'a proclamé, comme on porte un toast. Autour de nous, dans ce restaurant étoilé de Bordeaux, le silence s'est fait instantanément. Ma fille, Zélie, a baissé les yeux, une larme roulant sur sa joue. J'ai senti mon sang bouillir, mais mon visage est resté de marbre. Ma sœur, Ombeline, pensait qu'elle tenait le monde dans sa main parce qu'elle portait le titre de PDG de l'entreprise familiale. Elle pensait que je n'étais qu'une mère célibataire, vivant en location, conduisant une vieille Peugeot. Ce qu'elle ignorait, alors qu'elle commandait une autre bouteille de vin à 300 € avec l'argent de la société, c'est que le véritable propriétaire était assis juste en face d'elle. Et que le lendemain matin, son règne allait s'effondrer. Avant que je ne vous raconte comment j'ai fait tomber le masque de la Golden Child de ma famille, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'adore voir à quel point notre communauté est internationale. Allez-y, lâchez un commentaire. Je n'ai pas renversé la table. Je n'ai pas jeté mon verre au visage d'Ombeline, même si chaque fibre de mon corps en avait envie. Nous étions au Chapon Fin, une institution bordelaise où le décor rocaille et les velours rouges imposent une certaine retenue. C'était censé être une fête. Le 30e anniversaire des Transports Vauclin, l'entreprise que mon père avait bâtie de ses mains, camion par camion, kilomètre par kilomètre. Ombeline trônait en bout de table, rayonnante dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Elle avait cette façon de tenir son verre de vin, le petit doigt légèrement levé, qui m'avait toujours agacé. C'était une affectation de fausse noblesse, une tentative désespérée de cacher qu'elle ne comprenait rien aux affaires. Franchement, Castille, a-t-elle continué, sa voix portant jusqu'aux tables voisines où des notables de la ville dînaient discrètement. Je ne sais pas comment tu fais pour vivre avec si peu d'ambition. Papa doit se retourner dans sa tombe. J'ai coupé un morceau de viande pour Zélie, mes mains parfaitement stables. Papa serait surtout soucieux de la marge opérationnelle de ce trimestre, Ombeline. J'ai entendu dire que les chiffres n'étaient pas bons. Elle a éclaté d'un rire strident, un son qui ressemblait à du verre brisé. Oh, écoutez-la. L'experte en logistique qui n'a jamais mis les pieds dans un bureau depuis 5 ans. Castille, chérie, laisse les affaires aux grandes personnes. Tu es consultante freelance, c'est ça? Ce qui veut dire chômeuse déguisée. Ma mère, Félicité, assise à ma droite, a posé une main baguée sur mon bras. Je m'attendais à ce qu'elle me défende. Après tout, j'étais sa fille aussi. Mais comme toujours, l'histoire se répétait. Ne sois pas susceptible, ma chérie, a dit ma mère avec ce sourire condescendant que je connaissais par cœur. Ombeline essaie juste de te motiver. Elle a réussi, elle. Elle porte l'héritage des Vauclin. Tu devrais prendre exemple sur ta sœur aînée au lieu de te contenter de ça. Elle a fait un geste vague désignant mes vêtements simples, mon absence de bijoux, ma vie médiocre. C'était le coup de grâce habituel. Dans la famille Vauclin, il y avait Ombeline, l'élue, la brillante, celle à qui on avait donné les clés du royaume sans qu'elle ait jamais eu à changer une roue de camion. Et il y avait Castille, la cadette, l'introvertie, celle qui aimait les chiffres et les livres, celle qu'on avait écartée de la succession parce qu'elle n'avait pas le charisme nécessaire. Regarde Zélie, a repris Ombeline, s'adressant directement à ma fille qui s'était recroquevillée sur sa chaise. Tu vois ces crevettes? C'est de la qualité. Ta mère ne pourra jamais t'offrir ça. Si tu veux réussir dans la vie, ma petite, il ne faut pas finir comme ta mère. Une ratée qui loue son appartement et compte ses sous à la fin du mois. C'est ça, la réalité. Le mot raté a flotté au-dessus de la table, plus lourd et plus toxique que la fumée de cigare. J'ai vu les épaules de Zélie trembler. J'ai vu la honte, cette honte brûlante et injuste, monter à ses joues. C'est à cet instant précis que quelque chose s'est brisé en moi. Ou plutôt, quelque chose s'est verrouillé. J'ai regardé ma montre. Il était 21h45. Dans moins de 12 heures, le cabinet d'avocat de Maître Enguerrand ouvrirait ses portes. J'ai essuyé la bouche de Zélie avec sa serviette en lin. J'ai posé la mienne sur la table, intacte. L'addition, s'il vous plaît, a crié Ombeline au serveur, claquant des doigts. Et mettez ça sur le compte de l'entreprise, comme d'habitude. C'est moi la patronne, après tout. J'ai regardé ma sœur signer le ticket avec une floriture dramatique. 1200 €.
De l'argent qui n'était pas le sien. De l'argent qui appartenait techniquement à ses créanciers. De l'argent qui, par un tour de passe-passe juridique qu'elle était trop incompétente pour comprendre, m'appartenait. On y va, Zélie, ai-je dit doucement. Déjà, c'est moquer Ombline. Tu as peur que ta carrosse se transforme en citrouille? Ah non, c'est vrai, c'est déjà une citrouille. Une Peugeot 307, c'est ça? Elle et ma mère ont ri de concert. Un dieu de harpie en soie et diamant. Je me suis levée. J'ai pris mon sac. J'ai regardé ma sœur droit dans les yeux, pour la première fois de la soirée. Mon regard était si froid, si vide de toute émotion fraternelle, que son rire s'est éteint un bref instant. Profite bien de ton dessert, Ombline, ai-je dit. Il paraît que le goût de la victoire est encore meilleur quand on ne sait pas qu'on a déjà perdu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle, a-t-elle marmonné, reprenant sa coupe. Je n'ai pas répondu. J'ai pris la main de ma fille et nous sommes sortis du restaurant, laissant derrière nous la chaleur factice et l'opulence volée. Dehors, l'air de Bordeaux était frais, chargé de l'odeur du fleuve. C'était l'odeur de la réalité. Et la réalité allait frapper très fort. Le silence dans la voiture était lourd. Ma vieille Peugeot, bien que propre et entretenue, tremblait un peu au démarrage. C'était un choix délibéré. Une couverture. Pour le monde et surtout pour ma famille, j'étais Castille la modeste, la consultante en logistique qui vivait au jour le jour. Zélie était attachée à l'arrière, serrant contre elle son doudou qu'elle avait caché dans son sac à main de petite fille. Je la regardais dans le rétroviseur. Ses grands yeux étaient encore humides. Maman, a-t-elle chuchoté alors que nous traversions le pont de pierre. Oui, ma chérie. Est-ce que Tata a raison? Est-ce qu'on est pauvre? Mon cœur s'est serré. Pas de douleur, mais de rage. Une rage froide, calculatrice. Ombline avait osé toucher à l'innocence de ma fille. Elle avait planté une graine d'insécurité dans l'esprit d'une enfant de 8 ans. C'était impardonnable. Non, Zélie, ai-je répondu fermement. Être riche, ce n'est pas avoir des sacs à main brillants ou crier fort dans les restaurants. Tata Ombline fait beaucoup de bruit. Mais le bruit ne paie pas les factures. Je me suis garée devant notre immeuble. C'était une résidence correcte, mais loin du standing auquel j'aurais pu prétendre. J'avais choisi de vivre ici pour rester sous le radar. Pour observer. Une fois Ellie couchée, après lui avoir lu 2 histoires pour chasser les mots cruels de sa tante, je me suis assise dans mon bureau. J'ai ouvert mon coffre-fort dissimulé derrière une fausse prise électrique. J'en ai sorti un ordinateur portable sécurisé, totalement déconnecté de mon réseau domestique habituel. J'ai allumé l'écran. Le logo des Orion Capital est apparu. Personne ne savait. Personne ne se doutait que la petite Castille, celle qui était toujours le nez dans ses livres de maths, avait miné du Bitcoin en 2011 alors que tout le monde riait de la monnaie magique. Personne ne savait que j'avais développé des algorithmes d'optimisation logistique que j'avais revendus à des géants du e-commerce pour des millions d'euros. Il y a 3 ans, quand papa est mort, j'avais un portefeuille personnel de plus de 45 millions d'euros. J'avais voulu aider l'entreprise. J'avais voulu dire à Ombline, je peux investir, modernisons la flotte. Mais le jour de l'enterrement, elle m'avait dit, ne t'inquiète pas pour la société, Castille. Maman et moi on gère. Toi, occupe-toi de tes petits projets. On n'a pas besoin de toi. Alors je les ai laissés faire. Et j'ai regardé. J'ai vu Ombline transformer une entreprise de transport respectée en son terrain de jeu personnel. Elle a licencié les vieux chauffeurs fidèles pour rajeunir l'image. Elle a redécoré les bureaux pour des sommes astronomiques. Elle a investi la trésorerie dans des projets immobiliers douteux qui se sont effondrés. Il y a 6 mois, les banques ont menacé de saisir les camions. La société Vauclin était au bord de la faillite. C'est là que je suis intervenue. Pas en tant que sœur. En tant que prédatrice. J'ai créé Orion Capital, un fonds d'investissement enregistré au Luxembourg, totalement anonyme. J'ai contacté les banques. J'ai racheté la dette de l'entreprise familiale avec une décote. J'ai injecté du capital contre des actions. Beaucoup d'actions. Aujourd'hui, Orion Capital détenait 70% des parts de Transport Vauclin.
Ombeline croyait qu'Orion était un conglomérat sans visage géré par des Suisses ou des Américains. Elle envoyait des rapports enjolivés, pleins de jargon managérial vide, à une adresse mail générique. Elle ne savait pas que c'était moi, sa petite sœur ratée, qui lisait ses mensonges chaque soir en buvant ma tisane. J'avais attendu. Je voulais lui laisser une chance. Je me disais, peut-être qu'elle va apprendre. Peut-être que la pression va la faire mûrir. Mais ce soir, elle avait insulté ma fille. Elle avait utilisé l'argent de MON Entreprise pour humilier MON Enfant. J'ai ouvert le dossier surveillance. J'ai fait défiler les dernières dépenses de la carte bancaire corporate. Le chapon fin, 1230 €. Boutique Chanel Bordeaux, 4500 €, noté comme cadeau client. Agence de voyage Luxe Escape, 12 000 €, à compte pour un séjour aux Maldives. J'ai senti un rire nerveux monter dans ma gorge. Elle pillait la société. Elle pensait que le partenaire silencieux était aveugle. Mon téléphone a vibré sur le bureau. C'était une notification de ma banque personnelle, mais pas pour un mouvement de fonds. C'était une alerte sur un bien immobilier. J'ai froncé les sourcils. J'ai cliqué sur le message. C'était un mail automatique du notaire de la famille, qui avait obligation de m'informer de tout mouvement sur le patrimoine indivis, même si je n'avais pas la signature. L'objet du mail était « Avis DE promesse DE vente, hangar numéro 4 ». Le hangar 4. Mon cœur a cessé de battre une seconde. Le hangar 4 n'était pas juste un entrepôt. C'était là que tout avait commencé. C'était là que papa garait son tout premier camion. Il y avait encore son petit bureau vitré au fond, avec ses calendriers des années 80 et sa collection de maquettes. Papa m'avait fait promettre, sur son lit de mort, « Garde le hangar 4, Castille ». C'est l'âme de la boîte. Tant qu'on a le hangar 4, on se souvient d'où on vient. Ombeline le vendait. En Cray. Probablement pour couvrir ses dettes de jeu ou acheter une nouvelle résidence secondaire. C'était la ligne rouge. Elle ne l'avait pas seulement franchie, elle avait craché dessus. J'ai relu le mail 3 fois. Promesse de vente signée par Madame Ombeline Vauquelin, PDG. Le prix était dérisoire. Elle le bradait à un promoteur immobilier pour obtenir du cash rapidement. J'ai fermé les yeux et j'ai revu mon père. Ses mains tachées de graisse, son sourire fatigué mais fier quand il rentrait de tournée. « Tu es mon petit génie, Castille », me disait-il quand je l'aidais à calculer ses itinéraires pour économiser du carburant. Il savait qu'Ombeline était superficielle, mais il l'aimait trop pour le voir vraiment. Il pensait que le titre de PDG la ferait grandir. Il s'était trompé. Et sa cécité menaçait maintenant d'effacer toute trace de son passage sur Terre. La tristesse a fait place à une détermination glaciale. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une guerre pour la mémoire. J'ai saisi mon téléphone. Il était presque 23 heures, mais je savais que Maître Enguerrand ne dormait pas. Il était l'ancien avocat de mon père, et le seul à connaître le secret d'Orion Capital. Il était mon allié dans l'ombre, mon mentor. « Allô, Castille ?» Sa voix était rauque, inquiète. « Il est tard. » Un problème avec Zélie? Non, Enguerrand. C'est Ombeline. Elle a signé une promesse de vente pour le hangar 4. Un silence lourd à l'autre bout du fil. Enguerrand savait ce que ce lieu représentait. Cette imbécile. Elle n'a pas le droit de faire ça sans l'accord du conseil d'administration. Mais elle pense qu'elle est le conseil d'administration. Exactement, ai-je dit, ma voix tranchante comme une lame de rasoir. Elle a oublié qu'elle ne possède plus que 30% des parts. Elle a oublié qu'elle a un patron. Que veux-tu faire, Castille? On peut bloquer la vente juridiquement, ça prendra quelques jours. Non. Je ne veux pas juste bloquer la vente. Je veux couper la tête du serpent. J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment. 3 ans de silence. 3 ans à jouer la petite sœur soumise et pauvre. 3 ans à supporter les regards de pitié de ma mère et le mépris de ma sœur. Enguerrand active la clause chimère. Il y a eu une pause. La clause chimère? Tu es sûr? C'est l'option nucléaire, Castille. Une fois que c'est lancé, il n'y a pas de retour en arrière.
Ta famille, ça va les détruire. Ma famille est déjà détruite, Enguerrand. Elles l'ont détruite le jour où elles ont décidé que l'argent comptait plus que le sang. Ombeline a traité ma fille de ratée ce soir. Elle a dit que j'étais une honte. Je vois, dit Enguerrand. Sa voix avait changé. Elle était devenue professionnelle, dure. Très bien. Je prépare les documents. Convocation pour assemblée générale extraordinaire. Ordre du jour, révocation du mandat social du président directeur général et audit des comptes. Je veux que ce soit fait demain matin. À 9 heures précises. Je serai là. Tu vas venir en tant que Castille ou en tant qu'Orion? Les deux. Je veux qu'elle voie mon visage quand elle perdra tout. Je veux qu'elle sache que la ratée est celle qui signe son licenciement. Compris. Je serai dans le hall avec les huissiers. Dors un peu, Castille. Demain sera une longue journée. J'ai raccroché. Je n'ai pas dormi. J'ai passé la nuit à imprimer des documents. Les relevés bancaires, les preuves de détournement de fonds, les contrats de leasing des voitures de luxe, les factures de ses vacances. J'ai monté un dossier épais de 5 centimètres. C'était le dossier de son incompétence. C'était son acte d'accusation. Vers 4 heures du matin, je suis allé dans la chambre de Zélie. Elle dormait paisiblement, serrant son lapin en peluche. J'ai caressé ses cheveux. Demain, ma chérie, ai-je chuchoté, personne ne te traitera plus jamais de fille de ratée. Demain, on reprend ce qui est à nous. Je dois vous poser une question difficile. Si vous découvriez que votre frère ou votre sœur vendait l'héritage le plus précieux de vos parents pour s'acheter des jouets de luxe, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous essayé de parler une dernière fois, ou auriez-vous appuyé sur le bouton nucléaire comme moi? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. Je lis tout. Le soleil s'est levé sur Bordeaux, gris et pluvieux. Un temps parfait pour une exécution. Je suis allé dans mon dressing. J'ai poussé les vieux pulls et les jeans que je portais pour jouer mon rôle. Tout au fond, sous une housse, il y avait mes vêtements de guerre. Des tailleurs sur mesure, des chaussures italiennes, des pièces que je portais lors de mes réunions secrètes à Luxembourg ou à Londres. J'ai choisi un tailleur pantalon bleu nuit, coupe impeccable, autoritaire. J'ai mis mes talons hauts. Je me suis maquillée, non pas pour séduire, mais pour intimider. Quand je me suis regardée dans le miroir, Castille, la petite sœur effacée, n'était plus là. La présidente d'Orion Capital la regardait en face. Et elle n'était pas venue pour négocier. Zélie s'est réveillée en frottant ses yeux, et quand elle m'a vue, elle s'est figée. Elle ne m'avait jamais vue habillée comme ça. Jamais vue avec cette posture, ce port de tête. « Maman ? Tu vas à un mariage ?» a-t-elle demandé, confuse. J'ai souri, mais c'était un sourire de combattante. « Non, ma puce. Je vais au travail. Et tu viens avec moi. » Mais, il y a école. Aujourd'hui, l'école est annulée. Aujourd'hui, tu vas apprendre une leçon qu'aucun livre ne pourra jamais t'enseigner. Habille-toi. Mets ta belle robe bleue. Nous sommes descendus. Au lieu de nous diriger vers ma vieille Peugeot, nous sommes allés vers le trottoir où une berline noire aux vitres teintées attendait. Le chauffeur, un homme que j'employais pour mes déplacements d'affaires, a ouvert la portière. « Bonjour, Madame Vauquelin. »« Mademoiselle. » Les yeux de Zélie étaient ronds comme des soucoupes. « C'est à nous ? » ?»« C'est un outil de travail, Zélie. »« Monte. » Dans la voiture, l'atmosphère était feutrée, isolée du bruit de la ville. J'ai pris les mains de ma fille dans les miennes. Il fallait qu'elle comprenne. Je ne voulais pas qu'elle devienne arrogante comme Ombeline. Je voulais qu'elle comprenne la nature du pouvoir. Zélie, tu te souviens de ce que Tata a dit hier? Qu'elle était importante parce qu'elle faisait du bruit? Elle a hoché la tête. Écoute-moi bien. Tata Ombeline, c'est comme un feu d'artifice. Un feu d'artifice? Oui. C'est bruyant. C'est brillant. Tout le monde regarde en faisant ouh et ah. Ça prend toute la place dans le ciel. Ça fait peur aux chiens et ça impressionne les gens simples. Mais ça dure combien de temps, un feu d'artifice? Quelques minutes, a-t-elle répondu timidement. Exactement.
Et après? Après, il ne reste que de la fumée et des déchets en carton par terre. C'est vide. J'ai serré ses mains un peu plus fort. Je ne veux pas que tu sois un feu d'artifice, Zélie. Je veux que tu sois un phare. Un phare? Un phare ne fait pas de bruit. Il ne court pas partout pour dire regardez-moi. Il reste debout, solide, ancré dans le rocher. Les tempêtes peuvent frapper, les vagues peuvent s'écraser, il ne bouge pas. Il se contente de briller. Il montre le chemin au navire. Il a le vrai pouvoir, parce qu'il sauve des vies et qu'il dure pour toujours. Zélie a froncé les sourcils, réfléchissant intensément. Toi, tu es un phare, maman? J'ai senti une boule dans ma gorge. J'essaie, ma chérie. J'essaie de rester solide pour nous deux. Et aujourd'hui, nous allons allumer la lumière. Très fort. La voiture a tourné dans le quartier d'affaires de Bordeaux. Au loin, je voyais l'immeuble de verre et d'acier des transports Vauquelin. Mon père l'avait fait construire sobre, fonctionnel. Ombeline avait ajouté une enseigne néon gigantesque sur le toit et des sculptures modernes absurdes devant l'entrée. On va voir Tata, a demandé Zélie, une pointe d'inquiétude dans la voix. On va voir une employée qui a oublié qui signe ses chèques, ai-je corrigé. N'aie pas peur. Tant que je suis là, personne ne peut t'atteindre. Tu te souviens? Tu es la fille du phare. Elle a redressé ses petites épaules, imitant ma posture. Je suis la fille du phare, a-t-elle répété. La berline s'est arrêtée juste devant les portes tournantes. Normalement, cette place était réservée à la Porsche d'Ombeline. Aujourd'hui, la Porsche était là, garée en travers de deux places, comme un symbole de son égoïsme. Mon chauffeur s'est garé juste derrière, bloquant la sortie de la Porsche. Madame, a dit le chauffeur en m'ouvrant la porte. Je suis sortie. Le vent de la Garonne a fouetté mon visage, mais je ne l'ai pas senti. J'ai ajusté ma veste. J'ai pris la main de Zélie. Allons-y, le hall d'entrée des transports Vauquelin avait changé. Ombeline avait remplacé le carrelage robuste par du marbre italien glissant et installé un lustre qui semblait prêt à s'écraser sur la tête des visiteurs. C'était du nouveau riche dans ce que cela avait de plus vulgaire. Je me suis dirigée vers les portiques de sécurité. Le gardien, un certain monsieur Dubois que je ne connaissais pas, Ombeline avait viré le vieux René qui me donnait des bonbons quand j'étais petite, s'est levé, l'air ennuyé. Et on ne rentre pas comme ça. Vous avez un rendez-vous? Il a aboyé sans même me regarder vraiment. Il voyait une femme et une enfant, pas des partenaires d'affaires. Je me suis arrêtée. Je viens pour la réunion de 9 heures. Il a consulté sa tablette en ricanant. Il n'y a pas de réunion de 9 heures sur le planning de Madame la Présidente. Et sûrement pas avec des enfants. Allez, circulez avant que j'appelle la police. C'est une entreprise sérieuse ici. J'ai failli rire. Sérieuse? Cette entreprise était devenue une blague. À ce moment-là, l'ascenseur VIP s'est ouvert. Ombeline en est sortie, entourée de 2 assistants qui prenaient des notes frénétiquement pendant qu'elle marchait. Elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur, comme une star de cinéma ratée. Elle s'est arrêtée net en nous voyant. Elle a baissé ses lunettes sur le bout de son nez. Castille? Mais qu'est-ce que tu fous là? Elle a regardé autour d'elle, vérifiant si des employés regardaient. Tu viens t'excuser pour ta scène d'hier soir? Franchement, amener Zélie ici, c'est pathétique. Tu utilises ta fille comme bouclier? Je ne viens pas m'excuser, Ombeline. Je viens travailler. Elle a éclaté de rire, un son qui a résonné dans le hall de marbre. Travailler? Ici? Mais ma pauvre fille, on ne cherche pas de femme de ménage. Allez, rentre chez toi, tu me fais honte. Dubois, sortez-les. Le gardien a contourné son bureau, la main sur sa ceinture, prêt à me saisir le bras. Je ne vous conseille pas de la toucher, a résonné une voix de baryton derrière moi. Les portes tournantes ont tourné. Maître Enguerrand est entré. Il n'était pas seul. Il était accompagné de 2 hommes en costume gris portant des mallettes, des auditeurs financiers et d'un huissier de justice avec son insigne officiel. Ombeline a blanchi. Elle connaissait Enguerrand. Tout le monde à Bordeaux connaissait Enguerrand.
C'était le requin le plus redouté du barreau d'affaires. Maître Enguerrand, a bégayé Ombeline. Qu'est-ce que vous faites ici? Je n'ai pas demandé d'avocat. Enguerrand ne l'a même pas regardé. Il s'est avancé vers moi. Il s'est arrêté à 1 mètre, a joint les talons et s'est incliné respectueusement, une marque de déférence qu'il n'accordait qu'à ses plus gros clients. Madame la Présidente, a-t-il dit, sa voix portant clairement dans le hall silencieux. Le quorum est atteint. Les actionnaires sont représentés. La salle du conseil est-elle prête? Le silence qui a suivi a été absolu. Le gardien s'est figé, sa main retombant le long de son corps. Les assistants d'Ombeline ont cessé d'écrire. Ombeline a cligné des yeux, confuse. Présidente? De quoi vous parlez? Je suis la présidente. Castille n'est rien. C'est ma petite sœur chômeuse. Je me suis tournée vers elle. J'ai ôté mes lunettes de soleil imaginaire. Je ne suis pas chômeuse, Ombeline. Je suis Orion Capital. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. C'était comme voir un poisson hors de l'eau, cherchant désespérément de l'oxygène. Monte, Ombeline, ai-je ordonné, ma voix calme mais autoritaire. On ne va pas laver notre linge sale dans le hall. J'ai pris la main de Zélie et je me suis dirigée vers les portiques. Le gardien, livide, s'est précipité pour m'ouvrir le passage avec son badge, ses mains tremblant légèrement. Merci, ai-je dit froidement sans le regarder. Nous sommes entrés dans l'ascenseur. Ombeline nous a suivis, hébétée, comme une prisonnière marchant vers l'échafaud. Les portes se sont fermées, nous enfermant dans une boîte métallique qui montait vers le ciel. L'ascension vers la vérité avait commencé. L'ascenseur a grimpé les 20 étages dans un silence oppressant. Je pouvais entendre la respiration saccadée d'Ombeline. Elle me fixait, ses yeux passant de mon visage à celui d'Enguerrand, cherchant une trace de plaisanterie. Elle ne pouvait pas y croire. Son cerveau refusait de traiter l'information. Pour elle, l'ordre naturel des choses était Ombeline en haut, Castille en bas. Inverser cette polarité était aussi impossible que de voir le soleil se lever à l'ouest. Les portes se sont ouvertes sur le dernier étage. Le penthouse exécutive. Ombeline avait fait abattre les murs pour créer un open space gigantesque menant à une salle de conférence vitrée avec vue panoramique sur la Garonne. Des cadres dirigeants étaient déjà là, buvant du café, discutant des chiffres désastreux du trimestre. Ils se sont tus en nous voyant entrer. Ils ont vu Ombeline, pâle comme un linge. Puis ils m'ont vu, moi, Castille, qu'ils n'avaient pas croisé depuis l'enterrement de papa. Et ils ont vu l'armée d'avocats derrière moi. Dans la salle de réunion. Tout de suite, ai-je dit. Ce n'était pas une demande. Les directeurs se sont regardés, hésitants, puis ont regardé Ombeline. Elle n'a rien dit. Elle a juste marché mécaniquement vers la salle. Ils ont suivi. La salle du conseil était immense. Une table en acajou de 12 mètres de long trônait au centre. Ombeline s'est dirigée instinctivement vers le fauteuil en cuir noir au bout de la table, la place du chef. Non, ai-je dit. Elle s'est figée, la main sur le dossier du fauteuil. Quoi? C'est ma place. Plus maintenant. Assieds-toi sur le côté. J'ai pointé une chaise standard sur le flanc gauche. Tu te prends pour qui? A-t-elle sifflé, retrouvant un peu de son venin. Tu entres ici avec tes amis avocats et tu crois que tu peux me donner des ordres? C'est MON Entreprise. Maman m'a nommé. Maman n'a pas de part, Ombeline. Maman vit de la rente que papa lui a laissée. Et toi tu as vendu tes parts à la banque il y a 2 ans pour couvrir tes pertes en bourse. Tu te souviens? Elle a rougi violemment. C'était un secret qu'elle gardait jalousement. J'ai gardé les droits de vote, a-t-elle menti. On va voir ça. J'ai tiré le fauteuil présidentiel. J'y ai installé Zélie. Maman, a demandé Zélie, impressionnée par la vue. Tu restes là, chérie. Tu dessines. Tu écoutes. Et tu regardes ce qui arrive quand on ment. Je suis restée debout, au bout de la table, dominant la salle. Enguerrand s'est assis à ma droite, ouvrant sa mallette avec un clic sec qui a résonné comme un coup de feu. Les auditeurs se sont installés en face d'Ombeline.
Commençons, ai-je dit. C'est ridicule, a crié Ombeline, frappant du poing sur la table. Je ne reconnais pas cette réunion. Sortez. Sortez tous. Sécurité. Personne n'a bougé. Les directeurs, sentant le vent tourner, baissaient la tête. Ils savaient. Ils savaient que le navire coulait et ils attendaient juste de voir qui allait prendre la barre. Maître Enguerrand a sorti un document relié de cuir bleu. Il l'a fait glisser sur la table polie. Il a glissé parfaitement, s'arrêtant juste devant les mains manucurées d'Ombeline. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle craché. « L'acte de propriété » ai-je répondu. « Ouvre-le. » Page 4. Regarde qui détient 70% des actions via Orion Capital. Elle a ouvert le dossier avec des gestes brusques, prête à le déchirer. Ses yeux ont scanné les lignes juridiques. Je les ai vus s'écarquiller. Elle a tourné la page. Puis une autre. Elle est arrivée à la signature. C'était la mienne. Pas celle de Castille la petite sœur. Celle de Castille-Vauclin, présidente d'Orion Capital. C'est faux, a-t-elle balbutié. Tu n'as pas cet argent. Tu loues un appartement minable. Tu roules en Peugeot. Tu n'as pas un sou. J'ai souri, un sourire triste. J'ai 45 millions d'euros en actifs liquides, Ombeline. Je loue un appartement parce que je n'ai pas besoin de prouver ma valeur avec des murs. Je roule en Peugeot parce qu'elle est fiable. J'ai racheté tes dettes il y a 3 ans. Je t'ai sauvé de la faillite sans que tu le saches. Je t'ai laissé le titre de PDG parce que je pensais que tu voulais vraiment travailler. Je voulais te donner une chance de briller. Je me suis penchée en avant, appuyant mes mains sur la table. Mais au lieu de briller, tu as tout brûlé. Le silence dans la salle était terrifiant. Même la climatisation semblait s'être arrêtée. Ombeline tremblait, le dossier ouvert devant elle comme un verdict de mort. Et maintenant, ai-je continué, on va parler de tes dépenses. J'ai fait un signe de tête à l'auditeur principal, un homme nommé Monsieur Lambert, réputé pour sa froideur clinique. Il a connecté son ordinateur à l'écran géant de la salle. Un tableau Excel est apparu. Des colonnes de chiffres rouges. C'était le sang de l'entreprise qui coulait. Voici l'audit des dépenses personnelles de Madame Ombeline Vauclin imputées à la société sur les 12 derniers mois, a annoncé Lambert d'une voix monotone. Ombeline a essayé de fermer l'ordinateur portable qui contrôlait l'écran, mais Enguerrand a posé sa main sur le clavier. Laissez, madame. C'est une pièce à conviction. Ligne par ligne, la honte s'affichait en HD. Item 1, location longue durée, Porsche Macan Turbo. 2500 € par mois. Justificatif, véhicule de liaison rapide pour urgence logistique. J'ai levé un sourcil. Des urgences logistiques, Ombeline ? Tu n'as jamais mis les pieds dans un entrepôt. Tu utilises cette voiture pour aller au golf. C'est pour l'image de marque, a-t-elle crié, la voix aiguë, défensive. Un PDG ne peut pas rouler en Twingo. Les clients doivent voir qu'on a du succès. Le succès, c'est d'avoir de la trésorerie, pas des dettes, ai-je répliqué. Item 14, facture Institut Beauté Divine. 15 000 € sur l'année. Justificatif, frais de représentation. Un murmure a parcouru les directeurs présents. 15 000 € de crème et de massage pendant qu'on leur refusait des augmentations de 2%. Item 32, voyage aux Maldives. 22 000 €. Justificatif, exploration de nouveaux marchés en Asie du Sud. Il n'y a pas de route aux Maldives, Ombeline, ai-je explosé, perdant mon calme pour la première fois. C'est un archipel. Tu allais transporter quoi ? Des noix de coco ? C'était tes vacances. Elle s'est recroquevillée sur sa chaise. Elle ne pouvait plus nier. L'épreuve était là, projetée en 4K. Et le pire, ai-je dit, baissant la voix pour qu'elle soit encore plus menaçante. Le pire, c'est le hangar 4. À l'évocation du hangar, elle a sursauté. Tu as signé une promesse de vente hier. En secret. Pour 400 000 €. Alors que le terrain en vaut le triple. Tu voulais du cash rapide, c'est ça ? Pour payer quoi ? Tes dettes de jeu ?
Elle n'a pas répondu. Elle pleurait maintenant. Des larmes de rage, pas de remords. C'était le bureau de papa, Ombeline. C'était là qu'il dormait sur un lit de camp quand il a lancé la boîte. Et toi, tu le brades pour te payer des sacs à main. Je me suis tournée vers Zélie. Elle avait arrêté de dessiner. Elle regardait sa tante avec une expression que je n'avais jamais vue, de la pitié mêlée de dégoût. Elle comprenait. Elle voyait la reine nue. Ce n'est pas illégal, a tenté Ombeline dans un dernier sursaut. Je suis la gérante. J'ai le droit de gestion. Article L241-3 du Code de commerce, a coupé Maître Enguerrand. Abus de biens sociaux. Utilisation des biens de la société à des fins personnelles contraires à l'intérêt de celle-ci. Passible de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Le mot emprisonnement a frappé Ombeline comme une gifle physique. Elle a porté la main à sa gorge. Tu ne mettrais pas ta propre sœur en prison, a-t-elle chuchoté. C'est ce que nous allons voir, ai-je dit. À cet instant, la porte de la salle de réunion s'est ouverte avec fracas. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qui c'était. L'odeur de parfum lourd et le bruit des talons claquant sur le parquet. Les renforts étaient arrivés. La mère poule venait sauver son poussin. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a hurlé ma mère, félicitée. On m'a dit que Castille avait fait irruption avec des hommes de main. Ombeline, ma chérie, ça va ? Elle s'est précipitée vers Ombeline, l'enlaçant protecteur. Puis elle s'est tournée vers moi, le visage déformé par la colère. Toi. Toujours toi. Tu ne peux pas supporter que ta sœur réussisse. Tu es venu tout gâcher par jalousie. Sors d'ici tout de suite avant que j'appelle la police. J'ai soupiré. Je m'y attendais. Mais cette fois, j'avais une munition spéciale pour elle aussi. Assieds-toi, maman, ai-je dit calmement. Ne me donne pas d'ordre. Je suis ta mère. Assieds-toi, ou je montre à tout le monde l'item numéro 45 de l'audit. Elle s'est figée. De quoi tu parles ? L'assurance vie de papa. Celle qui était censée payer ta retraite. Tu crois qu'elle est toujours sur ton compte ? Ma mère a regardé Ombeline. Ombeline a détourné le regard. Quoi ? A murmuré ma mère. Ombeline, qu'est-ce qu'elle raconte ? Montrez-lui, ai-je dit à Lambert. L'écran a changé. Une nouvelle ligne est apparue. Virement sortant, compte joint félicité Ombeline Vauclin vers compte offshore Panama. Montant, 250 000 €. Date, 14 février de l'année dernière. Ma mère a fixé l'écran. Elle a sorti ses lunettes de son sac pour être sûre. Elle a lu. Elle a relu. Ombeline. Sa voix tremblait. C'est l'argent de la maison de campagne ? C'est mon argent pour mes vieux jours ? Ombeline pleurait à chaudes larmes maintenant, le mascara coulant sur ses joues. J'en avais besoin, maman. C'était un investissement. Je voulais le remettre. Je te jure que je voulais le remettre. Tu as volé ta propre mère ? Le silence de ma mère était terrible. Elle qui avait toujours défendu Ombeline, qui avait toujours dit Ombeline a le sens des affaires, Ombeline est intelligente. Elle réalisait soudain qu'elle avait nourri un parasite. Elle avait méprisé la fille qui aurait pu la protéger, moi, pour idolâtrer celle qui l'avait dépouillée. Ma mère s'est laissée tomber sur une chaise, anéantie. Elle avait vieilli de 10 ans en 10 secondes. Elle m'a tout pris, a chuchoté ma mère. Castille, elle m'a tout pris. Je n'ai ressenti aucune joie. Juste une immense fatigue. C'était donc ça, ma famille. Un nid de vipères qui se mordaient entre elles. Elle ne t'a pas tout pris, maman, ai-je dit doucement. Parce que j'ai bloqué le virement. Les deux têtes se sont relevées simultanément. Quoi ? Je surveille les comptes depuis 3 ans, vous vous souvenez ? Quand j'ai vu le mouvement, j'ai utilisé mes droits de créancier principal pour geler les actifs suspects. L'argent est sur un compte séquestre. Il est en sécurité. Ma mère a éclaté en sanglots. Elle a tendu la main vers moi. Oh, Castille, merci. Je ne savais pas, je suis désolée.
J'ai reculé légèrement. Je ne voulais pas de ses excuses maintenant. C'était trop facile. Elle m'aimait parce que je venais de sauver son argent, pas parce que j'étais sa fille. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à Ombeline. Elle était recroquevillée, petite, pitoyable. Loin de la femme arrogante du restaurant. Ombeline Vauquelin, ai-je prononcé officiellement. En tant qu'actionnaire majoritaire, je prends les décisions suivantes avec effet immédiat. 1. Tu es démise de tes fonctions de PDG pour faute lourde. 2. Ta voiture de fonction est saisie. 3. Tu as 48 heures pour libérer l'appartement de fonction du centre-ville. 4. Tes cartes de crédit sont bloquées. Elle a hoché la tête, résignée. Je vais aller en prison? J'ai regardé Zélie. Elle nous observait, fascinée et effrayée. Je ne pouvais pas envoyer sa tante en prison. Pas devant elle. Et puis, la prison était trop facile. En prison, on ne travaille pas, on attend. Je voulais qu'Ombeline apprenne. Non, ai-je dit. Je ne porte pas plainte. Pour l'instant. L'espoir a brillé dans les yeux d'Ombeline. Merci. Merci Castille. Je promets, je vais changer, je vais trouver un autre travail. Qui a dit que tu allais trouver un autre travail, ai-je coupé. Tu as une dette envers cette société. Tu as une dette envers maman. Et tu vas la rembourser. Comment? Je n'ai plus rien. J'ai souri. Le vrai châtiment arrivait. Tu vas travailler ici. Chez Vauquelin. Tu me gardes comme directrice, a-t-elle demandé, incrédule. Non. Le poste de directrice est pour quelqu'un de compétent. Toi, tu vas aller là où on a besoin de main-d'œuvre. Au hangar 4. Le hangar? Oui. Le chef d'entrepôt cherche une préparatrice de commande. C'est physique. C'est sale. Il fait froid en hiver et chaud en été. Ça commence à 6 heures du matin. Tu porteras un gilet jaune et des chaussures de sécurité. Tu plaisantes? Elle a regardé ses mains manucurées. Je ne peux pas faire ça. Je suis Ombeline Vauquelin. Tu es une employée endettée, Ombeline. Le salaire est de 1800 € brut. Je prélèverai 500 € chaque mois pour rembourser maman. Tu apprendras ce que c'est que de gagner 1 euro à la sueur de ton front. C'est à prendre ou à laisser. L'alternative, c'est la police. Elle a regardé autour d'elle. Tout le monde la regardait. Elle n'avait nulle part où fuir. Lentement, péniblement, elle a baissé la tête. D'accord, a-t-elle murmuré. J'accepte. J'ai tendu la main. Les clés. Lesquelles? Toutes. La Porsche. L'appartement. Le bureau. Avec des mains tremblantes, elle a fouillé dans son sac Chanel. Elle a sorti le trousseau en cuir. Elle a hésité une seconde en touchant le logo Porsche, comme si elle disait adieu à son identité. Puis elle les a laissés tomber dans ma paume. Le bruit du métal contre ma peau a été le son le plus satisfaisant de ma vie. Ce n'était pas le son de la vengeance. C'était le son de la justice. Enguerrand, faites signer les papiers, ai-je dit. Je me suis tournée vers les directeurs. Messieurs, dames. À partir de maintenant, c'est moi qui reprends les rênes. Fini les voyages aux Maldives. On retourne aux fondamentaux. On va moderniser la flotte, on va réembaucher les chauffeurs licenciés, et on va faire de cette boîte ce que mon père voulait qu'elle soit, un modèle d'excellence, pas une vache à lait. Au travail. Ils se sont levés d'un bond, électrisés par le changement d'ambiance. Ils avaient enfin un capitaine. J'ai pris la main de Zélie. Viens, ma chérie. On a fini. Nous avons marché vers la sortie. Je n'ai pas regardé ma mère qui pleurait doucement dans son coin. Je n'ai pas regardé Ombeline qui signait sa déchéance. Dans l'ascenseur, Zélie m'a regardé avec admiration. Maman? Oui. Tu étais le phare. Tu as brûlé le feu d'artifice. J'ai ri, un vrai rire libérateur. J'ai pris ma fille dans mes bras et je l'ai serrée fort. Oui.
Et maintenant, le feu d'artifice va apprendre à devenir une bougie. C'est un début. En traversant le hall, le gardien, Monsieur Dubois, s'est précipité pour m'ouvrir la porte, manquant de trébucher dans son zèle. Au revoir, Madame la Présidente. Bonne journée, Madame la Présidente. Je me suis arrêtée. Monsieur Dubois. Oui, Madame. Soyez poli avec la nouvelle préparatrice de commande qui arrivera demain matin. Elle s'appelle Ombeline. Elle aura besoin qu'on lui montre où sont les vestiaires. Il a écarquillé les yeux, a compris, et a avalé sa salive. Bien sûr, Madame. Je m'en occuperai. Dehors, la pluie avait cessé. Le soleil perçait les nuages au-dessus de Bordeaux. L'air semblait plus propre. 6 mois ont passé depuis ce jour fatidique. La vie a repris un cours normal, mais tout a changé. L'entreprise Transport Vauclin se porte mieux que jamais. J'ai investi dans des camions électriques et optimisé les tournées grâce à mes algorithmes. Les bénéfices sont réels, pas artificiels. Les employés sont heureux. Ils savent que la patronne sait ce qu'elle fait. Je vis toujours dans le même appartement. Je roule toujours en Peugeot, même si j'ai fait réparer la climatisation. Je n'ai pas besoin de plus. Le luxe, pour moi, c'est la tranquillité d'esprit. Et Ombeline ? C'est la partie la plus surprenante de l'histoire. Les premières semaines au hangar 4 ont été un enfer pour elle. Elle rentrait épuisée, les ongles cassés, se plaignant à qui voulait l'entendre. Elle me détestait. Mais petit à petit, quelque chose a changé. Le travail physique l'a ancrée dans la réalité. Les chauffeurs routiers, qui ne savaient pas qui elle était vraiment, ou faisaient semblant de ne pas savoir, l'ont traitée comme une égale, pas comme une princesse. Ils l'ont vannée, ils l'ont bousculée, mais ils l'ont aussi aidée. Pour la première fois de sa vie, Ombeline a dû gagner le respect au lieu de l'exiger. Hier, je suis passée au hangar pour une inspection surprise. Je l'ai vue au loin. Elle portait un gilet jaune taché de graisse, ses cheveux étaient attachés en queue de cheval simple. Elle riait avec un vieux cariste en mangeant un sandwich triangle. Elle m'a vue. Elle a arrêté de rire. Elle s'est approchée. J'ai cru qu'elle allait m'insulter. « Salut, Castille », a-t-elle dit. Sa voix était différente. Moins aiguë. Plus posée. « Salut, Ombeline. Le rapport de stock est à jour ? Oui. J'ai trouvé une erreur dans la livraison de pneus hier. J'ai fait économiser 2000 balles à la boîte. Il y avait une lueur de fierté dans ses yeux. Une vraie fierté. Pas celle d'avoir acheté un sac, mais celle d'avoir été utile. Bien joué, ai-je dit sincèrement. Continue comme ça. Elle a hésité, puis a ajouté, maman va bien. Elle m'a dit que tu l'avais emmenée déjeuner dimanche. C'est gentil. Ma mère avait aussi changé. Elle vivait plus modestement, mais elle était plus apaisée. Elle avait arrêté d'essayer d'impressionner ses amis du club de bridge. On essaie de reconstruire, a dit Ombeline en regardant ses chaussures de sécurité. Je ne suis pas encore un phare, Castille. Mais je crois que j'ai arrêté d'être un feu d'artifice. J'ai souri. Une bougie, c'est bien aussi, Ombeline. Ça est clair. Je suis reparti vers ma voiture, le cœur léger. J'avais sauvé l'entreprise. J'avais sauvé l'héritage de papa. Mais surtout, d'une manière étrange et brutale, j'avais peut-être sauvé ma sœur d'elle-même. Zélie m'attendait dans la voiture, faisant ses devoirs. Tout va bien, maman ? Tout va très bien, ma chérie. On rentre à la maison. La plus grande victoire n'est pas d'écraser ceux qui nous ont fait du mal. C'est de les forcer à devenir meilleurs, même s'ils doivent passer par l'enfer pour y arriver. Je suis Castille Vauclin. Je suis une mère, une sœur et une chef d'entreprise. Et je n'ai plus besoin de me cacher. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était un voyage difficile, mais nécessaire. J'espère que cela vous inspire à rester fort face à ceux qui vous sous-estiment. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelle est votre plus grande victoire silencieuse ? Je lirai vos réponses avec attention. Prenez soin de vous, et soyez des phares.
À bientôt.